qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents pour les Français. Parce que la réalité, c'est que le logement, c'est une préoccupation majeure pour les Français. Une fois que vous êtes bien logé, c'est beaucoup de problèmes autour de vous et dans votre vie quotidienne qui sont réglés. Notre vision du logement est claire. Oui, on a besoin de plus de logements pour les Français. Bonjour Monsieur Goyard, nous rappelons ici la thématique du podcast sur le logement social. Nous avons vu au préalable les enjeux autour de l'histoire du logement social, la transition écologique et notamment sa construction en France. Aujourd'hui, nous allons nous attarder plus particulièrement à l'actualité du gouvernement. Face à la crise du logement actuelle, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé dans son discours de politique générale une feuille de route pour créer, je cite, un choc de l'offre, avec plusieurs objectifs. 30 000 logements en 3 ans, étendre l'éligibilité du prêt à taux zéro à 6 millions de Français supplémentaires, accélérer la rénovation énergétique en 2024 avec 5 milliards d'investissements, produire 30 000 logements en 3 ans sur 20 territoires sélectionnés, pour les étudiants, 35 000 nouveaux logements d'ici 2027. Laurent Goyard, considérez-vous que ces mesures sont suffisantes pour répondre à la crise du logement en France ? Alors moi, je ne parlerai pas vraiment de mesures dans ce que vous m'avez dit, c'est plutôt des objectifs. Mais je ne vois pas les mesures qui vont permettre de les atteindre. En plus, des objectifs qui, j'y reviendrai, peuvent paraître quand même assez modestes. Avoir l'ambition de construire 30 000 logements sur les 22 territoires de réindustrialisation, d'avenir, etc., dont 25% de logements sociaux, je pense qu'effectivement, un pays comme la France peut y arriver. Je ne pense pas que... Bon, mais ça ne contribuera pas à régler la crise du logement, concrètement. Donc, en fait, on a la volonté de créer un choc de l'offre, mais moi, je ne vois pas les moyens qui vont permettre d'atteindre ce choc de l'offre. D'ailleurs, unanimement, qu'on soit du secteur social, du secteur privé, du logement, aujourd'hui, on considère que ces mesures sont insuffisantes. Et puis sur la rénovation énergétique, depuis la déclaration du Premier ministre, on vient d'apprendre que MaPrimeRénov' serait rabotée d'1 milliard d'euros. Alors on nous dit, oui, ça n'aurait pas été dépensé. Ah bah alors, s'il n'avait pas été dépensé, pourquoi l'avoir annoncé ? Enfin bon, tout ça, voilà, donne quand même l'impression que sur ces sujets-là, on n'a pas vraiment de politique en fait du logement. On est sur des déclarations d'intention, un choc de l'offre, pourquoi pas. Certains disent qu'il faudrait faire aussi un choc de la demande, puisqu'aujourd'hui les gens qui veulent acheter peuvent pas acheter parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Enfin voilà, on est dans une crise systémique et moi j'ai pas le sentiment que les annonces du Premier ministre et du gouvernement vont y répondre. Alors que aujourd'hui on a 2,6 millions de personnes qui attendent un logement social. Qu'on a une baisse massive des ventes du parc ancien et une production de logements neufs qui s'effondre. Nous, pour le parc social, on sera à une production, enfin des agréments, donc des intentions de production pour 2023 de 82 000 logements, le plus bas score depuis plus de 20 ans. Je l'ai déjà dit précédemment, mais je pense que c'est important que nos auditeurs puissent comprendre qu'aujourd'hui, on produit de moins en moins de logements, et que l'année prochaine, ce sera encore pire. Donc, ce n'est pas ces mesures qui vont permettre d'accélérer le mouvement. Donc, produire 25% de logements sociaux parmi les 30 000 logements nouvellement à venir, ce n'est pas suffisant. C'est un objectif réalisable peut-être, mais c'est insuffisant. Là, c'est juste pour ces 22 territoires. Et heureusement qu'on produit un peu plus de logements sociaux que 7 500, on en produit 82 000. Mais bon, mais voilà, donc on se concentre sur des territoires, pourquoi pas ? C'est des territoires qui vont avoir des besoins parce qu'il y a un phénomène de réindustrialisation notamment. Moi, je trouve que c'est très bien de réindustrialiser, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Là, je veux dire, dans ces territoires-là, il n'y a pas les grandes métropoles, etc., où aujourd'hui les gens attendent un logement dont ils pourront assurer le paiement du loyer, tout simplement, quoi. Pouvoir y accéder. Donc non, c'est pas suffisant. Après, on nous parle du logement intermédiaire comme du logement des classes moyennes. Il faut savoir ce que c'est que le logement intermédiaire. C'est un outil effectivement intéressant qui peut permettre un parcours résidentiel pour des gens qui ont des revenus supérieurs à ceux qui permettent d'accéder au logement social. Mais c'est pas ça qui va régler la crise du logement. Aujourd'hui, moi je reprends les propos de la Fondation Abbé Pierre, le logement social, il est indispensable à la cohésion du territoire, à la cohésion nationale, à la cohésion des territoires. On a besoin du logement social pour loger des gens qui n'ont pas accès au parc privé.
Le logement intermédiaire, il est utile parce qu'il va permettre de régler des situations, mais à la marge. Aujourd'hui, le logement intermédiaire à Paris, c'est 17 €. Alors ça peut être moins, mais le plafond de loyer, c'est 17 € du mètre carré. Le logement social, c'est pour le logement social classique, on est à 7 € du mètre carré. Je veux dire, voilà, 10 € de différence par mois de mètre carré, vous faites vite le calcul sur 40 mètres carrés, ce que ça représente. Donc le logement LLI, c'est quand même pour des classes moyennes supérieures. C'est pas pour les travailleurs essentiels. Donc là, il y a une espèce d'entourloupe autour du logement intermédiaire qui ne réglera pas la crise du logement, franchement. Le gouvernement a prévu une révision de la loi SRU. Pour rappel, cette loi, adoptée en 2000 et révisée en 2013, fixe des quotas de logements sociaux dans les communes. Néanmoins, l'application de ce dispositif n'est pas uniforme sur le territoire et certaines communes ne respectent pas le quota de 25% inscrit pourtant dans la loi. Comment vous l'expliquez ? Il y a plusieurs raisons. Il ne faut pas stigmatiser. Il y a quand même des maires qui sont fiers de ne pas respecter la loi SRU et qui le disent à leurs concitoyens en disant « moi, je ne veux pas de logement HLM chez moi, etc. etc. » Et puis après, il y a des situations où il est très compliqué, compte tenu du prix du foncier, compte tenu de la disponibilité du foncier, d'atteindre les objectifs. Donc, d'ailleurs, une des lois du précédent quinquennat, qu'on appelle la loi Elan, a assoupli les conditions pour atteindre ce seuil des 25%, avec des contrats triennaux, etc., pour justement permettre aux communes qui avaient des difficultés objectives à les atteindre, de pouvoir le faire. Donc, l'assouplissement, il a déjà été fait. On accompagne les communes en difficulté parce qu'ils n'ont pas de foncier, parce qu'il y a des risques naturels, parce que ci, parce que ça. En attendant, moi, je me dis qu'il est quand même normal que ceux qui le font de mauvaise foi, qui ne construisent pas de logement social de mauvaise foi et qui ne veulent pas respecter la loi, payent des pénalités. Et moi, je dirais que ces pénalités, on pourrait les augmenter, puisque au final, certains s'en vantent. Voilà. Donc, il y a des situations qui sont inadmissibles, parce qu'on ne veut pas de logement HLM. Dans le logement HLM, je le rappelle, on loge aussi 50% des entrants sont des salariés. Alors, effectivement, souvent, ce sont des salariés précaires, des jeunes salariés précaires, mais ce sont des salariés. Donc, il y a aussi une forme de mixité dans l'accès au logement social. Et moi, je ne comprends pas ces maires qui refusent finalement l'accès peut-être d'enfants de leurs propres concitoyens à un logement à prix modéré. C'est un bel outil qui n'est pas parfait, mais qui a permis, on l'a évoqué précédemment, donc de contribuer à mieux répartir le logement social. Je crois que la loi doit être respectée tant qu'elle n'est pas modifiée. Et donc nous, on est opposés à toute modification de cette loi, et notamment à dire, par exemple, que le logement intermédiaire pourrait rentrer dans le seuil des 25%. Donc ça, on est contre, parce qu'en fait, c'est simplement envoyer un signal à ceux qui n'ont pas fait le job. Écoutez, aujourd'hui, on vous facilite la tâche. Ceux qui l'ont fait, écoutez, merci. Mais voilà, donc, il y a une forme aussi d'inégalité, de traitement. Mais en élargissant les critères aux personnes à revenus médians pour répondre à la loi SRU, est-ce que cette mesure, cet objectif, ne pourrait-elle pas induire une réduction de l'accès au logement social pour les personnes à revenus plus modestes ? De toute façon, je l'évoquais avant, le logement intermédiaire, si on le favorise, effectivement, compte tenu de la difficulté de l'accès du foncier, du prix du foncier, il va phagocyter la production de logements locatifs sociaux. On fera moins de HLM classiques. Je rappelle que quand on fait un HLM, il y a des HLM de plusieurs catégories, pour les personnes à revenus très modestes, pour des personnes à revenus moyens, les logements qu'on finance en plus, c'est le logement HLM classique, qui permet à une infirmière, un instituteur, un professeur d'accéder à un logement social en début de carrière, par exemple, notamment dans les zones tendues, là où il y a le plus de besoins. Donc le logement social, il offre quand même déjà un panel. Le logement intermédiaire, il est beaucoup plus cher. Est-ce qu'on a besoin de l'intégrer dans les 25% ? Moi, je dirais qu'un maire qui veut favoriser le logement intermédiaire, il peut le faire en plus des 25% de logement HLM, parce qu'il donnera un produit effectivement accessible à des gens dont les niveaux de ressources sont supérieurs, des gens qui font partie de la classe moyenne. Alors, je sais pas, la classe moyenne, c'est une espèce de concept dont personne ne sait concrètement définir. Enfin, la classe moyenne supérieure, en tout cas, les gens qui peuvent pas accéder à la propriété ou accéder au parc privé parce qu'il est trop cher dans la commune concernée. Donc, le LLI, il va prendre du terrain, il va prendre des ressources financières au logement social. Et pourtant, les besoins de nos concitoyens, c'est plutôt pour des loyers de 400, 500 euros par mois que pour des loyers à 1000 ou 1200 euros par mois. Enfin, sortons des frontières de Paris, quoi. Nos concitoyens, le revenu médian en France, c'est pas 3000 euros. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour nous incompréhensible. Même si effectivement, ça permettra à des promoteurs peut-être de sortir des opérations qui n'arrivent pas à sortir et de les soutenir, ce qui est important aussi.
La chaîne du logement, elle doit être complète. Il n'y a pas que le logement social, il y a le logement privé. Mais là, je ne vois pas en quoi cette mesure favorisera l'accès. Ce qui compte, c'est de loger les gens qui en ont besoin. Je ne vois pas comment cette mesure va améliorer la situation du logement des personnes des classes moyennes, laborieuses, des travailleurs essentiels et des personnes aux ressources très modestes. Je ne vois pas comment ça va contribuer à améliorer leur situation. À mon avis, ça va plutôt la détériorer. Un plan d'économie de 20 milliards d'euros a été annoncé par le ministre de l'économie fin février 2024. De plus, le ministère du Logement est désormais aujourd'hui sous tutelle de la transition écologique. Ces deux éléments ne sont-ils pas de nature à impacter les arbitrages concernant la politique publique du logement social ? Alors, j'espère que non, parce qu'on a déjà beaucoup contribué, le logement social, à la diminution de la dépense publique, parce qu'on finance une part importante des APL, on a eu une TVA qui a été augmentée, donc on a contribué à la réduction des dépenses publiques, largement. Peut-être le secteur qui a le plus contribué. Donc j'espère que le gouvernement, qui annonce un choc de l'offre, va pas prendre des mesures qui pourraient le transformer en rien du tout. Donc je pense qu'on sera épargné, je l'espère, parce qu'en plus, je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a un moment où on contribue aussi fortement, on va contribuer fortement aussi aux objectifs de la SNBC. Je pense qu'on s'inscrit, le logement c'est social, c'est un secteur économique et c'est un secteur clé dans l'atteinte des objectifs de la France, dans la trajectoire SNBC. Donc laissons-nous travailler sur ces sujets-là. Et voilà, donc j'espère que dans ces 20 milliards d'économies, alors il y a déjà 1 milliard sur ma prime rénov', on l'a évoqué aussi précédemment, j'espère que nous, on a 1,2 milliard de subventions sur 3 ans pour accélérer les rénovations énergétiques. J'espère que cet argent ne sera pas supprimé, voilà, on verra. Mais on contribue déjà largement à tout ça, d'ailleurs on aimerait y contribuer moins. C'est un secteur en crise. Si on veut vraiment le tuer, là, effectivement, il faut encore le ponctionner, ça c'est sûr. Pour finir l'interview, nous souhaiterons vous interroger sur votre vision finalement du logement social. Je m'explique, comment mettre en place, selon vous, une politique du logement social ambitieuse finalement ? Quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour favoriser le développement du logement social en France ? Je pense qu'il est important que l'État fixe le cap, les objectifs, les lignes rouges, donc sur les attributions, sur les financements, sur la part de logement social dans les communes, etc. Puis ensuite, je pense qu'il faut décentraliser la politique du logement social, faire confiance au territoire avec un cadre national, je le répète, qui doit tenir compte de ce que le gouvernement veut mener comme politique, mais laisser aussi les territoires adapter ces politiques nationales à leurs enjeux propres, quoi. Je veux dire, si un territoire a besoin de faire du LLI parce qu'il a effectivement accueillir une entreprise avec des cadres et que le parc privé ne peut pas, parce qu'il est soit trop faible, soit trop cher, les loger, bien voilà, il faut faire du LLI. Dans une autre collectivité, il va falloir plutôt aider à la production de logements très sociaux, ce qu'on appelle les PLAI, parce que on a une paupérisation de la population. Dans d'autres, il va falloir développer les produits étudiants parce qu'on a un pôle universitaire qui se développe, etc., etc. Et tout ça, il faut quand même aussi, des moyens financiers. Donc aujourd'hui, la politique du logement, l'État y contribue par des avantages fiscaux, des taux de TVA réduits, des réductions d'impôts, etc. Les collectivités également, en sacrifiant une part de leurs ressources, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est quasiment une de leurs dernières ressources depuis la fin de la taxe d'habitation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le 1% logement. Les entreprises versent 0,45% de leur masse salariale, alors les entreprises de plus de 50 salariés, à Action Logement, l'ancien 1%, pour financer le logement des salariés. Et ça, on estime, nous, cette collecte, c'est 1,5 milliard, 1,7 milliard par an, plus les retours de prêts, je ne rentre pas dans les détails, c'est une masse financière d'environ 3 milliards d'euros. On pense que si elle était décentralisée, elle serait plus efficace pour accompagner les territoires dans leurs enjeux propres du logement. Aujourd'hui, nous, on a des bailleurs qui construisent peu parce que la population diminue. En revanche, ils doivent complètement transformer leur patrimoine pour y accueillir des jeunes qui sont seuls, des familles monoparentales et des personnes âgées qui sont souvent également seules. Donc, ils doivent restructurer leur patrimoine pour créer des petits logements. Tout ça, évidemment, en respectant la trajectoire SNBC, etc. Donc, voilà, moi, je pense qu'une des clés, c'est d'avoir un cadre national qui soit
un peu redéfinie quand même, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis ensuite des territoires qui s'emparent de ces sujets, et je pense qu'on sera plus efficace, et surtout si on arrive à bien répartir les financements aujourd'hui qui existent en fonction des besoins des uns et des autres, et pas gérer ça nationalement, alors que, moi je prends l'exemple de grosses collectivités, Lille, Lyon, Rennes, etc. Ils ont des politiques de l'habitat ambitieuses. Ils mettent de l'argent pour construire du logement. Mais s'ils avaient un peu plus, ils feraient plus. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un moyen de redistribuer aussi ce que j'appelle la manne d'Action Logement, la manne du 1% patronal. Monsieur Goyard, nous vous remercions vivement d'avoir participé à ce podcast. Nous espérons que cet épisode contribuera à changer notre regard sur cette problématique et nous vous disons à très bientôt. Vous pouvez retrouver ce podcast en replay sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, Apple, et suivez-nous sur la page LinkedIn TNJ Terra Nova Jeune pour plus d'actualités. Merci, au revoir.